Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, merci de bien vouloir vous installer confortablement dans votre fauteuil, d'attacher vos ceintures. On va décoller. Attends. On t'entend pas, Jean-René. Voilà, donc vous avez devant vous Jean-René Maurice. Jean-René est professeur des universités, directeur de l'ESTUA, et Jérôme Piriou, qui est enseignant-chercheur, maître de conférence à l'ESTUA, et qui est aussi responsable pédagogique d'étudiants qui sont dans la salle ici. On ne vous entend pas. Les masters patrimoine et tourisme qui sont venus spécialement d'Angers pour cette journée des rencontres de Saumur. Jean-René, Jérôme, la parole est à vous. Vos micros doivent fonctionner. Alors, je voudrais juste avant, parce que faire un énorme remerciement à la technique là-haut. Bravo. Merci beaucoup à l'équipe de Saumur. Je voudrais qu'on remercie la technique en régie aussi, accompagnée par Solène et Léonie, qui ont fait un travail extraordinaire, parce qu'on ne mesure pas, mais c'est magnifique de faire ça. Merci, merci beaucoup. Jean-René, Jérôme, c'est à vous. Merci Bruno et merci David. David, il papote. Donc en tout cas, l'idée c'était de nous confier en fin d'après-midi 5 minutes, c'est ça, hein, c'était le timing qui nous était proposé, 5 minutes, de pouvoir justement revenir rapidement sur tout ce qui avait été échangé. Alors naturellement, peut-être Jérôme on va faire un regard croisé, Jérôme, on va se partager en tout cas la parole. En tout cas déjà vous remercier et remercier tous les participants et les étudiants, cela va de soi. C'est mieux qu'un cours, vous voyez, vous allez apprendre plein de trucs, vous allez rencontrer et écouter, des personnalités importantes qui incarnent des lieux, et donc c'est aussi important quand on parle de patrimoine et tourisme, ces dimensions en tout cas de lieux. Remercier toute l'organisation. Alors Jackie naturellement est reparti aux affaires, donc on peut pas le remercier de vive voix, mais je l'ai déjà fait ce midi. Remercier Saumur, remercier les deux porteurs, David Martin et Bruno Hérault, notamment de cette idée, de cette initiative, sans qui notamment avec les acteurs présents cet après-midi et ce matin, cette organisation n'aura pas pu se faire. Donc un grand merci à vous, et sachant que tout est parti du Pont du Gard, hein, je tiens à le rappeler, même si tous les intervenants, c'est la source. On n'a pas beaucoup parlé d'eau quand on parlait de Pont du Gard. Donc l'idée, c'était de pouvoir revenir sur beaucoup de choses. Alors, faire une synthèse, c'est compliqué. Après, relever deux, trois éléments, ça c'est important. L'idée, c'est de pouvoir en tout cas échanger aussi, ou d'avoir une impression sur ce qui a été dit ce matin et cet après-midi. Alors déjà sur la méthode, on va être un peu universitaire. Vous savez, même les étudiants, vous verrez, les étudiants de master, quand vous allez soutenir votre mémoire, on va commencer justement sur la forme, le fond. On va s'attarder sur le fond, mais on va commencer par la forme. Et sur la forme, effectivement, plutôt l'initiative intéressante, une belle introduction à chaque fois proposée par David Martin, des animations, que ce soit Bruno Hérault et naturellement Caroline Mignon par rapport à des thématiques et des compétences. Je pense que c'était judicieux, et naturellement un parterre d'intervenants de qualité, en tout cas par rapport au contenu et par rapport au sujet. Une petite remarque justement par rapport à ça. Donc au-delà de cette qualité, avec une dimension quand même dans les discours d'aujourd'hui, quand on parle de transition, une approche quand même très publique. C'est-à-dire que les intervenants sont quand même beaucoup attachés, alors surtout cet après-midi, hein, en plus on a des présidents et une présidente, donc une dimension quand même un peu politique ou institutionnelle très forte. Ce matin, on a eu effectivement des interventions qui pouvaient aborder ou friser parfois le privé, mais avec un discours quand même très centré sur le public. Et donc c'est aussi par rapport aux étudiants, cette approche sur transition qui est naturellement un point de vue, une vision, un prisme très particulier. On a entendu les budgets pour le Pont du Gard. On voit bien que quand on va parler de sites privés, on ne sera pas sur les mêmes problématiques, les enjeux ne seront pas les mêmes. Et c'est vrai que peut-être ce qu'il manque, ou s'il fallait refaire peut-être une autre rencontre là, demain ou après-demain, c'est aussi avec un prisme peut-être un petit peu plus privé. C'est pas une critique naturellement, mais c'est aussi un biais dans la vision de voir les choses. Pour revenir sur le terme transition, sur lequel ce matin Jackie Goulet s'est arrêté un peu, David en a naturellement beaucoup parlé, et les intervenants. Moi, je n'ai pas beaucoup abordé la question de transition. J'ai envie de
de parler de transition, avec un peu de recul, j'ai envie de dire rien de nouveau. C'est peut-être un peu provocateur. Je vais faire du David Martin. Rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on parle de transition en ce moment, mais est-ce que quand on parle de patrimoine, depuis la création et depuis le développement, le patrimoine ne passe pas en éternelle transition? Enfin, on a toujours parlé de transition. On a parlé ce matin avec notre collègue, notamment Valère, non, il est plus là, si, il est parti. Il nous parlait de réinventer le patrimoine. On réinvente pas le patrimoine aujourd'hui. Lorsque on va notamment à Lille 2004, les fameuses maisons folies à Lille, on est déjà dans une forme de réinvention et on a 20 ans. Il y a 20 ans, on parlait déjà, et bien avant, on parlait aussi déjà de réinvention. Je parlais de Deauville, notamment les franciscaines, où là on est effectivement dans une collectivité. On voit bien que c'est cette manière aussi d'aborder le voyage à Nantes, le lieu unique. On voit bien que cette réinvention patrimoniale, elle est quand même constante. C'est-à-dire que c'est pas un phénomène nouveau. On n'est pas dans un cadre où effectivement on parle aujourd'hui là de transition. Par contre après de parler de transition économique, transition écologique, ça c'est effectivement des termes ou des approches qui sont dans une logique d'accélération. Alors pour repartir un peu par rapport à ce matin, on a beaucoup parlé de création de valeur, donc on voit aussi quand on parle de transition des éléments qui sont importants. Moi j'ai retenu quand même aussi cette dimension qui est effectivement ce rapport entre l'investissement et les coûts de fonctionnement. Je pense que ce qui a été soulevé, que ce soit par les collègues du Pont du Gard et David Martin, effectivement, ce sont des dimensions très très importantes que vous, étudiants, parce qu'on va aussi s'adresser aux étudiants, donc à prendre en considération. On a parlé naturellement donc j'ai parlé de public. Alors après, bon, moi ça m'a gêné parfois. On a parlé de tourisme d'affaires. Je pense qu'il y a parfois là aussi des vraies questions aussi à définir ce qu'est le tourisme, qu'est-ce qu'on entend par tourisme, puisqu'on parle un peu de visiteurs, d'excursionnistes. On a tendance un peu à tout mélanger ou à tout mettre dans un seul et même univers, et on voit bien que justement quand on parle du public, on est sur des profils quand même très différents, et ça c'est aussi quelque chose d'important. En tout cas, on a pris naturellement plein de choses ce matin par rapport à cette notion notamment des sujets. Alors peut-être effectivement un petit regret, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'absence surtout que ça a été soulevé ce matin, 46 000 monuments historiques en France, 49% grosso modo de privés, allez, on a un bon 40% de communes, donc on voit bien que les communes, un petit 4% pour l'État, donc on voit bien quand même que là aussi, quand on parle de patrimoine et de MH en particulier, et puis on est aussi sur des lieux majeurs, un peu emblématiques, et on voit bien aussi que rien que pour un département comme l'Anjou, c'est 176 lieux de visite aujourd'hui, 3 millions de visiteurs, et là pas de touristes, mais 3 millions de visiteurs, et sachant que sur les 176 lieux de visite, il y en a 10 qui font quasiment 2 millions de visiteurs, donc ça veut dire qu'il y en a plus de 150 qui se partagent le petit million, et on a aussi toute une masse, justement, quand on parle de patrimoine, quand on parle de transition, quand on parle de fréquentation et de visiteurs, on est parfois plus en sous-fréquentation qu'en sur-fréquentation. Et ça, il faut aussi le rappeler, parce que, et ce sera peut-être le sujet un peu de cet après-midi, où on parle beaucoup effectivement de masse, mais bon, la masse, elle est aussi concentrée sur quelques endroits, sur quelques lieux, et il y a plus de vide que de plein quand on parle justement de patrimoine et de pratique des lieux. Alors moi j'avais juste un point justement. Alors j'ai beaucoup apprécié naturellement notre ami Le Rameau. Voilà, ça j'ai très intéressant. Puis en plus j'ai retenu les 18 mois, les 7 ans et les 28 ans. Bon, donc ça j'ai important. Et justement partant de tout ça et pour rester un peu sur ce qui a été vu ce matin, j'avais presque envie de dire effectivement qu'il manque une dimension ce matin, une dimension à mon avis majeure qui n'a pas été abordée et traitée. Pas trop non plus cet après-midi. David en a un peu parlé dans sa question de tout à l'heure, mais une question peut-être plus transversale, universelle, la dimension humaine. Ce matin, on a beaucoup apporté, justement, et l'intervention du Pont du Gard, c'était la question de l'habitant. On voit bien qu'il y a une problématique aujourd'hui quand on parle du Pont du Gard, c'est que cette fameuse reconquête de l'habitant, du local, cette réappropriation sociale justement d'un lieu qui a quelque part été un peu fermé peut-être dans sa mise en tourisme, et fermé à ceux qui vivent le territoire. Donc on voit bien qu'il y a cette problématique. Donc on a abordé la question de l'habitant et le rôle de l'habitant et la place de l'habitant justement dans cette transition ou dans cette appropriation patrimoniale.
Dans un deuxième temps, notre collègue d'Atout France a plutôt parlé, lui, effectivement, d'initiative et donc plutôt d'entrepreneurs, d'acteurs qui veulent effectivement s'engager dans ce patrimoine, dans la valorisation. C'est aussi un terme qu'on a entendu ce matin, un terme de valorisation patrimoniale. Qu'entendre aussi jusqu'où va ce terme de valorisation, et donc la dimension plutôt entrepreneuriale, entrepreneurs, des acteurs qui vont, qu'ils soient publics ou privés. Là, hein, le château de la Masure, c'est notamment en Mayenne, c'était un sujet moi que j'avais suivi il y a très 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 longtemps, quand c'était un label Bienvenue au château à l'époque. Mais on voit bien que là, on est sur des lieux effectivement qui sont portés par des acteurs ou des entrepreneurs. Donc on a eu ce champ-là. Et puis dans un troisième temps, avec notre collègue, justement, prospective, on a eu la stratégie, on a eu les processus. C'est-à-dire comment à un moment donné, dans cette transition, quel est le processus, la mise en œuvre. Et donc on est sur la méthode, d'une certaine manière, qu'il faudrait résumer. Moi, il manque quand même une quatrième dimension. Ben, c'est ceux qui pratiquent, ceux qui viennent, les usagers. Et là, moi, je vais parler un peu de ma chapelle, mais les touristes. Qui sont ces touristes, et quelque part, est-ce que c'est pas ça le point de départ de tout? C'est est-ce qu'on doit pas avant tout, avant de parler de projets d'innovation et de process, à qui on s'adresse, pourquoi, comment? On parlait de sens, on a beaucoup parlé de sens ce matin, d'émotion et d'autres, mais effectivement questionner la pratique des individus, donc la dimension humaine des lieux, et qu'ils soient notamment, et j'ai un peu soulevé ce matin à travers les questions, mais la dimension extérieure. Moi, j'entends effectivement la place et le rôle majeur de l'habitant et cette appropriation qui est essentielle et capitale. Mais en même temps, au-delà de ça, c'est-à-dire qu'un lieu, il est là pour être partagé. Et si on le partage pas, ou si on le partage qu'entre soi, voilà, parce qu'il est à nous, parce qu'on habite là, et donc à un moment donné, il est légitime que nous, on y soit. Le tourisme, justement, avant d'être une démarche massive ou d'occupation des lieux ou de destruction ou déformation des lieux, c'est avant tout un accueil. On est là dans l'accueil, accueillir des autres, accueillir des personnes qui viennent de l'extérieur, qui vont aussi quand même faire vivre aussi ce territoire, donner aussi un rayonnement, donner aussi une fierté locale, que des personnes peuvent venir de loin pour venir voir aussi un élément qui habite effectivement dans là où j'habite, là où il se trouve. Et je trouve que cette dimension effectivement du visiteur, du touriste, voilà, c'est pas un terme péjoratif, aurait mérité peut-être une attention plus forte. Alors au départ, je pense que je devais aussi peut-être y participer, peut-être que j'aurais pu apporter ce matin, mais mon cher Bruno, j'ai pas oublié tes propositions, et donc j'en suis aussi coupable. Mais c'est vrai que effectivement, ce champ, l'individu, voilà, le touriste en tant que tel, il faut aussi qu'on se pose des questions. Par rapport à cette idée de patrimoine et de transition économique, parce que le touriste tient une place importante. Moi, j'entends la dimension qui a été discutée ce matin, cette billetterie, cet octroi, ce droit de passage, ce droit de billetterie, ou voilà, ça c'est des vraies questions. Comment aujourd'hui des lieux s'ouvrent? Je trouve que l'exemple du château de Nantes à ce titre est un exemple exemplaire. Je trouve, moi, que le château d'Angers devrait justement, on est un peu dans le local. On le voit aussi, parce que transition, c'est avant tout des jeux d'acteurs, des résistances. Je vais pas refaire notamment Schumpeter et la destruction créatrice, et donc ces fameux entrepreneurs d'un côté et ceux qui sont en résistance par rapport à ceux qui veulent entreprendre. Mais on est bien là aussi sur des lieux qui, à un moment donné, et Jean-Marc Ayrault à Nantes l'avait très bien compris, un lieu va aussi vivre, va passer cette transition, va aussi être fréquenté, va aussi être partagé, vécu, habiter, parce que c'est aussi habiter ce patrimoine. Et on voit bien que le déclencheur, c'est dès lors qu'il y a eu ce souhait d'ouvrir justement une autre passerelle, justement pour que le château soit aussi traversant. Et donc là, on est vraiment sur une problématique, je trouve, nantaise qui est très intéressante, sur ces liens, sur ces lieux, sur justement où il fallait passer par un passage très petit, enfin, en tout cas qui est un pont-levis, il fallait ressortir par le même endroit. Comment cette passerelle fait qu'aujourd'hui il y a 1 300 000 personnes qui traversent ce château. Ok, 450 500 000 visitent le musée, donc c'est pas les fameux 1 350 000, mais en même temps c'est un lieu qui aujourd'hui qui vit, qui est pratiqué. Donc on voit bien que cette ouverture, sans octroi, sans billetterie qui était autrefois, mais comme ce que Jackie Goulet a fait notamment, et qui est une première étape notamment avec le château de Saumur, ce château qui était aussi fermé, qui était très fermé, on ne pouvait pas le faire le tour. Jackie Goulet a fait ce choix justement politique, qui est de dire on va ouvrir, on va enlever les grilles, on va enlever tout ça pour que même les habitants et les touristes, on le voit, la problématique du Mont-Saint-Michel, on en a parlé avec les L1
patrimoine. Et on était avec les masters au Mont-Saint-Michel il y a quand même peu de temps. On voit bien cette problématique du Mont-Saint-Michel, grosso modo 2 800 000 personnes qui vont au Mont-Saint-Michel et seuls 1 300 000, 1 400 000 qui vont vraiment voir quelque part le Mont-Saint-Michel, c'est-à-dire l'abbaye, mais donc il y a quand même plus d'1 million qui aujourd'hui vont juste pratiquer le lieu. Donc on voit bien que c'est aussi des problématiques d'octroi, de billetterie, etc., d'accessibilité aussi au lieu, avec aussi ce côté de transition. Moi j'ai parlé un peu de l'Espagne tout à l'heure, notamment avec l'Alhambra de Grenade, qui déjà bien avant nous avait déjà réfléchi à gérer ses flux, en tout cas, ou à essayer de canaliser et d'amener une politique justement de gestion des flux, où effectivement l'Alhambra était difficile pour être visité. On arrivait, on se cassait les dents pour pouvoir visiter l'Alhambra, donc et on venait plus à Grenade parce que justement c'était compliqué. Donc il y a eu aussi une politique qui a été à la fois l'Alhambra, comment on visite avec des jauges. Et moi, je pense qu'effectivement, cette politique des quotas est sans doute une bonne politique. Il y a aussi sans doute des choses qu'il va falloir aussi réfléchir dans cette gestion des lieux. On le voit à la Pointe du Raz, on voit le Mont-Saint-Michel, on voit aujourd'hui toute cette problématique qui est mise, et ce que vous allez mettre aussi en place au niveau du Pont du Gard. Donc, c'est des ouvertures logiques qui auraient sans doute peut-être pas, effectivement, à vous écouter, auraient peut-être pas été possible il y a 20 ans, quand on imaginait, parce que le Covid est passé par là, et qu'effectivement le Covid n'a pas changé les choses, mais il a été un accélérateur de transition et de transformation, et qu'on parle de transition justement peut-être aussi dans ce contexte-là, que la prise de conscience ou en tout cas l'alarme climatique est en tout aussi un élément de prise de conscience par rapport à ce qui se passe et qui nous fait peut-être aujourd'hui utiliser des termes comme transition, et donc c'est pas aujourd'hui des problèmes, c'est au contraire des éléments qui amènent justement, où on voit bien Rémi Knafou qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Réinventer le tourisme. Donc on voit bien réinventer le patrimoine, réinventer le tourisme. On est dans des phases nature, mais bon, c'est un peu. Sachez que en 2009, lorsqu'il y a eu notamment la réduction du temps de travail, les 35 heures et autres, à l'époque c'était pas Tout France encore, avait leur sorti justement réinventer les vacances, qui était un rapport justement. Bon, donc le terme réinventer, et on est en 2009. Réinventer n'est pas non plus un terme qui est si récent que ça. On est dans une phase perpétuelle de réinvention. En tout cas, par rapport à ce matin, effectivement, bravo. Je vais peut-être laisser un peu Jérôme. Oui, on va croiser les regards, Jean-René. Comment ? On va croiser les regards. Exactement. Croisons les regards. Merci Jean-René. Jérôme. Merci Bruno. Merci. Jérôme, juste avant l'intervention de Jérôme, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait 2-3 petites réactions de la salle à l'issue de ce qui s'est passé. Et moi, j'aimerais, et je pense que celles et ceux qui sont là aimeraient entendre les réactions de quelques étudiants. Comment vous avez reçu cette journée ? Donc, les étudiants du patrimoine et tourisme et les étudiants du Master TAC, vous êtes essentiellement présents, et de la licence, pour celles et ceux qui sont là. On aimerait bien entendre au moins une voix de chacune de ces promotions, si c'est possible. Merci beaucoup. Ouais, et vous pouvez venir sur le plateau d'ailleurs. Celles et ceux qui veulent parler, avancer vers ici, ce sera très bien. Merci. Allez, Jérôme, pardon, excuse-moi. C'était aussi donner la parole aux étudiants à un moment et dire que ça serait intéressant d'avoir des retours. Je t'en prie. Merci beaucoup Bruno, merci David. Puis bravo aux étudiants de première année Master TAC pour ce travail d'organisation. Vraiment, vous pouvez être fiers de vous. Un bel événement organisé à Saumur. Donc je vais rejoindre les propos qui ont été commencés et présentés par Jean-René Maurice. Donc faire un petit retour sur ce qui a pu être dit, discuté cet après-midi, donc plutôt sur cette approche de transition écologique. Alors c'est pareil, faire une synthèse, c'est un peu compliqué, voire un peu abstrait, donc j'ai noté quelques éléments autour de cette fameuse question, quels enjeux de la transition écologique et quelles conséquences sur les patrimoines. Il y a eu une discussion d'ailleurs, faut-il mettre un S ou non au patrimoine. On avait 3 cas d'études qui étaient présentés, donc le conservatoire botanique des Pyrénées, le parc naturel Loire-Anjou-Touraine, naturel régional, pardon, Loire-Anjou-Touraine et le Pont du Gard. 3 territoires finalement qui sont préoccupés par ces questions à la fois environnementales, cette interrogation liée à la capacité d'accueil. Alors cette conscientisation environnementale a été présentée ce matin en introduction, c'est apparu dans les années 70 finalement, et finalement le patrimoine, ce regard patrimonial est une aide finalement pour apprécier et se rendre compte finalement de la valeur finalement des territoires, des monuments ou bien de ces espaces naturels. Donc ce regard, il permet une appropriation, parfois une réappropriation, quand on parlait des habitants également tout à l'heure, et c'est avant tout une chance aussi de se poser les questions finalement de cette transition écologique par le prisme
des patrimoines. Alors, les publics qui sont au cœur aussi de la réflexion, Jean-René l'a expliqué à l'instant que on avait beaucoup discuté de la place de l'habitant notamment, mais aussi des touristes. Mais considérer tout individu qui n'habite pas le territoire comme touriste serait un peu réducteur. Les étudiants, vous savez, on a vu en cours qu'effectivement, il y a des nuances entre la durée du séjour, quel est le temps de passage, quel est le projet aussi de chaque individu. Et c'est pour ça que c'est important de regarder aussi finalement pour quelles raisons les individus fréquentent le patrimoine et interroger aussi les pratiques. Et les pratiques, elles sont vraiment multiples. Donc c'est dans ce sens où interroger la transition écologique par le prisme du patrimoine peut être aussi l'occasion d'étudier, d'analyser l'évolution des pratiques des individus dans le temps. Alors, on a des espaces naturels, on a des villes patrimonialisées, le cas de Saumur, des sites, des monuments. Donc, après tout, ces différents lieux ne sont pas toujours comparables. Et ce qu'il pourrait dire aussi, c'est que finalement, à chaque territoire, ses problèmes, mais à chaque territoire, sa solution. C'est ce qui a été un petit peu évoqué ce matin par l'Observatoire Le Rameau notamment, qui a été présenté finalement comme quoi il y avait autant de solutions possibles pour chaque territoire. Ce qui est comme revenu cet après-midi plusieurs fois dans les propos des personnes interrogées et qui ont témoigné sur leur territoire, c'est cette question de la pression anthropique. La présence de l'individu, de l'être humain sur l'environnement, et qui interroge justement cette question de l'écologie, qui consiste à trouver le meilleur équilibre pour la place de l'homme finalement dans son environnement naturel. Donc aujourd'hui, la question qui se pose pour ces différents acteurs du tourisme, de la culture, du patrimoine, c'est l'accueil et c'est d'organiser la présence et je dirais même de la coprésence. La coprésence, les habitants, les touristes et puis toutes ces personnes qui peuvent être amenées à fréquenter un territoire. On a parlé des voyageurs d'affaires ce matin également, qui peuvent être amenés à venir pour des raisons professionnelles. Donc comment on fait aujourd'hui pour à la fois identifier les publics et surtout organiser cette coprésence? Alors cette évaluation, elle est d'autant plus importante que sur certains territoires, on a une appréciation d'une fréquentation qui serait intense. On parle de surfréquentation, on parle de hyperfréquentation. La difficulté que l'on a finalement dans les travaux scientifiques, c'est qu'on n'a pas la capacité d'évaluer à quel moment on arrive à une surfréquentation. Il y a eu des travaux notamment sur la capacité de charge, mais finalement la capacité de charge, elle est propre à chaque territoire, à chaque monument. Pour un bâtiment, par exemple pour du bâti, la question va être quel est le degré d'hygrométrie dans le bâtiment par rapport au nombre de personnes qui vont être accueillies. Sur un espace naturel, c'est le nombre de passages, avec le piétinement par exemple. Donc les questions qui se posent aussi par rapport à ces éléments-là, c'est comment on fait pour accueillir et organiser. Alors la meilleure solution qu'on va avoir, c'est la régulation. On a plusieurs méthodes qui sont mises en place. Alors soit on a le système de la limite par des quotas. On a parlé tout à l'heure de la calanque de Sugiton dans le parc national des Calanques. C'est une des solutions. Une autre solution, c'est de proposer un tarif qui va être rédhibitoire, où finalement l'accès va être limité à certaines personnes qui ont des possibilités d'acheter finalement ou d'accéder aussi. L'autre solution, c'est la fermeture totale. Je pense que par exemple la ville de Maya Bay en Thaïlande qui a été fermée pour laisser au repos finalement l'écosystème naturel. On a aussi le système du tirage au sort qui existe par exemple sur un parc américain dans l'Arizona, The Wave, où en fait chaque année on peut candidater pour avoir la chance d'aller visiter ce parc. Donc voilà, des méthodes qui existent, qui sont toutes discutables, qui ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais en fait, on revient quand même à ce principal point qui est finalement qu'il y a autant de problèmes que de solutions, et on est sur du cas par cas finalement par rapport à une situation qui peut être très évolutive. En tout cas, il y a une chose qui n'est pas évolutive, c'est que le patrimoine finalement n'est pas exportable. Et ça, c'est une chance. C'est une chance pour nos territoires, c'est ce qui crée de la valeur à la fois, on a dit économique, on en a parlé ce matin, c'est ce qui crée de la valeur également sociale. On parlait de fierté, d'appartenance aux habitants. Et ça, c'est évidemment un poids important, puisqu'en fait, ce qui a été présenté depuis ce matin, ce sont aussi finalement des vitrines des territoires. D'ailleurs, je suis très interpellée par l'affiche de votre rencontre, qui finalement a pris un haut lieu touristique de Saumur, un géosymbole de ce qu'est Saumur, le château de Saumur. Il y aurait pu y avoir plein d'autres patrimoines qui auraient pu être présentés, patrimoine immatériel, même comment on représente le patrimoine immatériel. Et finalement, il y a ces vitrines. Alors, c'est Joël Mirlou qui parlait de ces têtes de gondole au sein des châteaux de la Loire, qui sont un peu des locomotives.
et qui vont attirer des visiteurs pour aller visiter d'autres plus petits châteaux, d'autres sites après sur cette vallée de la Loire. Donc voilà, aujourd'hui, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut comme stratégie, qu'est-ce qu'on veut présenter, qu'est-ce qu'on veut protéger, qu'est-ce qu'on veut valoriser, comment on va rendre habitables également les lieux. Un concept qu'on utilise également en géographie, c'est la notion d'habiter. L'habitant qui va habiter un territoire, mais le touriste qui va aussi pratiquer un habiter polytopique, qui va habiter des lieux différents à un moment donné et qui vont se retrouver finalement au sein d'une population locale auquel ils vont devoir se confronter à la coprésence et parfois difficile pour les habitants. Donc, l'adaptation est un élément clé. Et puis, dernier élément qui a été aussi un petit peu évoqué, mais peut-être pas assez dans les questions de transition écologique, c'est le changement climatique, qui nous interroge également, qui concerne énormément les espaces naturels. Alors, on en parle beaucoup, très médiatisé. Alors là, la préoccupation pour ce week-end, c'est va-t-il y avoir des trains pour aller dans les Alpes et pratiquer le ski. On voit que finalement, tout n'est pas axé encore. Comme quoi, finalement, la montagne sans neige, certains ont beau le savoir, finalement, tant qu'il y a de la neige, on va à la montagne. Et on va être franc aussi, les acteurs locaux considèrent que l'activité des remontées mécaniques est quand même particulièrement lucrative et que pour l'instant, elle ne permet pas de développer un autre modèle économique. Donc aujourd'hui, la question du changement climatique demande aussi pas mal d'interrogations. Et ce qui a servi également certains territoires, on parle par exemple de températures très élevées dans le sud de l'Europe, par exemple, on va avoir une migration de touristes du sud de l'Europe vers l'Europe du Nord, la Bretagne, la Normandie. On fait des chiffres de fréquentation sur les derniers étés qui sont assez importants, par exemple. Donc ça pose aussi des questions liées à cette fréquentation et sur cette transition écologique. Donc, en conclusion, ce que j'ai retenu cet après-midi sur cet enjeu de l'écologie, c'est avant tout comment on fait pour accueillir, pour rendre habitable, supportable même, cette fameuse coprésence dont on a parlé, différents publics, les habitants, les touristes, les visiteurs, les voyageurs d'affaires, qui sont là également de passage pour quelques instants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le patrimoine est certainement un excellent médium pour parler de ces questions-là. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, ça touche à l'affect. On a une émotion, finalement, qu'il s'agisse d'un paysage, qu'on a évoqué tout à l'heure comme un paysage culturel, qui est effectivement quelque chose de construit, avec des questions d'oxymore. On a une émotion quand on est dans un bâtiment comme ici, le Dôme. Vous vous rendez compte, quand même, les étudiants, de bénéficier d'un colloque qui n'est pas dans une salle séminaire d'hôtel, mais qui est dans un lieu historique de la ville de Saumur, en plein cœur de Saumur. Donc voilà, cette idée du patrimoine, en tout cas, permettra à l'avenir d'apporter un certain nombre de questions et de discussions. Et voilà, ça permet aussi finalement d'être un vrai médium pour pouvoir discuter sur ces questions de transition écologique. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Les enseignants, comme toujours, apportent un regard critique aiguisé et qui méritera, je pense, avec les étudiants qui sont dans la salle et celles et ceux qui ne sont pas dans la salle, de rebondir. Et je pense que c'est l'occasion, évidemment, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été... Non, tout n'a pas été dit, mais par contre, il a quand même été dit ce matin, la dimension de société. C'est-à-dire qu'effectivement, patrimoine et transition, c'est en relation avec la société du moment, ou les sociétés du moment. Et j'entendais quand même cet après-midi, la collègue est partie, la présidente du parc Loire-Anjou-Touraine, j'ai entendu horde de touristes chinois. Enfin bon, on voit bien qu'il y a une crainte, il y a une angoisse d'avoir des visiteurs là qui arrivent. Donc là aussi attention à l'égoïsme, de pas non plus se garder ce truc que pour soi et comment on le partage, quoi. Et en même temps, j'avais presque envie de lui dire, mais elle va encore avoir plus peur, parce que je pense de toute façon qu'on est dans des phases. Alors, on a tous vécu le Covid. Tout le monde effectivement disait que ce serait la fin du tourisme ou la fin des vacances, la fin des loisirs. Et je pense que ce n'est que le début. Je pense que c'est que le début. Le gouvernement parle des semaines en 4 jours, pas à 4 jours, mais en 4 jours. Mais donc ça veut dire que là aussi c'est une révolution. Si effectivement on passe en 4 jours, ça veut dire qu'il y a du temps, il y a de la pratique. On voit bien aujourd'hui l'ensemble des fréquentations des lieux post-Covid, ils explosent. Alors certains, comme Hervé Yadou du Château d'Angers, alors vous allez me dire, non c'est mon copain quand même, mais Hervé qui nous dit, on est passé de 200 à 285 000 visiteurs. C'est parce que le château est en
en travaux, donc les gens viennent voir les travaux. Non, c'est voilà, Terra Botanica à Angers est passé de 300 000 à 500 000. Donc on voit bien quand même les évolutions aujourd'hui par rapport à des contextes de développement. Donc on voit bien que les sites, même sans obligatoirement faire davantage, il y a plus de monde. Et il y aura encore plus de monde. Donc comment on gère justement ces flux, Et donc à un moment donné, il faut qu'on s'empare de ces sujets. Et puis un autre sujet qui n'a pas été abordé, et qui m'a un peu surpris dans les transitions, c'est la dimension, alors on a technologique, mais aussi à l'encontre de la conservation des lieux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de conservation de lieux, et tout à fait légitime, pierre, eau, je pense au Pont du Gard et tous les autres lieux. Mais là aussi, pour rappeler un peu ce qui peut se faire ailleurs, je sais que les étudiants, je les fascine parfois un peu avec ça. J'aurais parlé beaucoup notamment de Toledo, Tolède notamment, et ces fameux escalators. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi ces problématiques. On était au Mont-Saint-Michel, et au Mont-Saint-Michel, on voit bien la problématique des 1 million entre ceux qui viennent et ceux qui n'iront pas jusqu'en haut, c'est aussi une problématique de marche, une problématique d'accès notamment, et peut-être aussi d'accès, parce qu'on n'a pas parlé d'Olivier Donat et des pratiques culturelles des Français. Je rappelle quand même que 62% des Français n'ont pas mis les pieds dans un patrimoine les 12 derniers mois. Enfin, il y a aussi des pratiques de lieux par rapport à des sujets. Mais on voit bien que cet accès, c'est comment aussi on réinvente ce patrimoine, mais se réinvente peut-être en allant au-delà de ce code que l'on a sur le patrimoine, qui doit être une espèce de conservatisme poussé à l'extrême, et qu'il ne faut en aucun cas soi-disant dénaturer ou soi-disant modifier. Quand on va à Tolède, c'est UNESCO, on leur a pas retiré le label, il s'est très intégré dans le coteau, c'est super bien fait. En plus, moi j'adore les prendre parce que c'est quand même, en plus, c'est super sympa, en termes de paysage, en termes de panorama, même sur la ville. Donc on voit bien que là aussi on a un vrai cheminement à faire en France par rapport à cette conservation ou cette hyper-conservation patrimoniale, et que la transition, elle passera aussi peut-être par là, la réinvention, mais aussi peut-être l'ajout d'éléments qui sont du XXIe siècle, parce que c'est un monument qui doit aussi s'intégrer dans le XXIe siècle. Comment le patrimoine est utile au futur. Merci Jean-René. Merci beaucoup. Avant de se quitter, est-ce qu'on peut avoir le témoignage de quelques étudiants? Je pense que c'était attendu par celles et ceux qui ont été sur le plateau, qui ont participé, et ce serait intéressant, s'il vous plaît. Qui veut bien se lancer pour donner une réaction? Et pendant que vous venez, les étudiants sur le plateau, vous venez avec le micro. Je crois que Pauline, tu as le micro, on peut venir avec. Et venez rejoindre Pauline, pour celles et ceux qui voudraient parler. Pauline, en tout cas, je sais que tu vas pouvoir parler, toi, en tout cas. Je voudrais juste vous donner une info très importante. Nous avons vécu une journée formidable qui, bien sûr, nous invite à la controverse et à des avis convergents et divergents. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça en mémoire. Et vous allez pouvoir toutes et tous accéder à ce qui s'est fait aujourd'hui. On va mettre le programme, on va mettre les propos introductifs que David a pu faire ce matin, cet après-midi. On va mettre les vidéos, on va faire le montage, laissez-nous un peu le temps de le faire. Mais on va le mettre sur 2 supports. Et là, je me retourne vers Jean-René. Si sur le site de l'Estua, on peut avoir une entrée à un endroit qui s'appellerait Rencontre de Saumur, sur lequel donc, vous tapez Estua, Rencontre de Saumur, et vous pourrez avoir accès à tout ce qui a été produit aujourd'hui sous des formes ou papier ou vidéo. Deuxième site où vous pourrez aller, ça va être sur le site du Rameau. Vous avez entendu Charles Benoît tout à l'heure. Donc le Rameau, il y aura une entrée qui va s'appeler ODD 17, Objectif du développement durable 17. C'est le site ODD 17. Sur le site ODD 17, vous pourrez aller récupérer aussi les éléments d'information sur les rencontres de Saumur que vous avez vécues aujourd'hui et éventuellement les partager avec celles et ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons. Voilà. Pauline, des réactions dans la salle? Personne ne se jette à l'eau? Ok, il n'y a que toi pour te jeter à l'eau, Pauline. Viens avec moi. Merci Bruno pour cette réaction. Pauline est donc en Master TAC, Territoire Attractivité Création. Elle a été désignée par sa communauté pour réagir sur ce qui s'est passé aujourd'hui et peut-être hier. Merci à toutes et à tous. Au nom donc du Master TAC, merci à David et Bruno de nous avoir laissé l'opportunité de participer et d'organiser ces rencontres. Et merci aussi aux intervenants de qualité qui permettent, nous, en tant qu'étudiants, de pousser notre réflexion toujours un peu plus loin et aussi hors les murs. Qui est très, ces réflexions qui peuvent être très intéressantes sur les sujets abordés aujourd'hui.